Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actu intéressantes cette semaine-ci, notamment le fait que SpaceX, oui, a stacké leur nouvelle fusée et c'était hyper impressionnant, on va en parler plus après. C'était très temporaire aussi, mais on en parlera aussi plus après. Nous avons aussi Xiaomi qui est passé de premier vendeur de smartphones, donc ça on va en parler, et d'autres actualités diverses et variées pendant que la pluie s'intensifie dehors. La vache, je l'entends d'ici, c'est pour dire. Il pleut beaucoup ces derniers temps. Aussi, vous devez le voir derrière moi, nous avons un nouveau changement d'arrière-plan parce que nous avons le setup 2021. Bon, on a la moitié de 2021, mais c'est pas grave. On a le setup 2021 qui est en place. J'ai filmé tout ce que je devais filmer. Maintenant, c'est juste principalement du montage. Je voulais sortir la vidéo aujourd'hui, mais ça a pris plus de temps que je ne l'espérais. Surtout que j'ai fait un grand épisode de l'E-Cube sur ma chaîne gaming. Bref, dans tous les cas, c'est derrière. Ça fait plaisir à voir enfin en place. Je l'utilise comme PC principal maintenant depuis quelques jours. J'ai tout configuré. Et d'ailleurs, je suis de plus en plus rapide là-dessus au niveau de la configuration. C'est quelque chose que j'essaie de simplifier de plus en plus. Comme ça, si j'ai vraiment un problème avec Windows, je peux le réinstaller très vite. Et je pense que je deviens assez rapide là-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai tout qui est backup aussi. Pour ceux qui ont toujours peur avec le water cooling, tout est backup en permanence. Donc ça veut dire que si le PC crame, bon, ça me ferait beaucoup chier, on peut le dire. Mais au moins, je perds rien au niveau données importantes. Et c'est pour ça que j'ai même aussi le PC backup, qui est le PC Minitix, qu'on a monté hier en live. Vous avez dû le voir. C'était très intéressant. Franchement, c'est assez fun, franchement, de monter des PC Minitix. Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est fun d'avoir énormément de puissance dans un boîtier extrêmement petit. Et il y a aussi beaucoup de choses que j'ai découvert avec ça. J'ai découvert aussi que le NR200P est franchement l'un des meilleurs boîtiers Minitix qui existent. C'est pas le plus petit, mais c'est franchement, selon moi, un des meilleurs au niveau des fonctionnalités et tout ça. Il est vraiment génial. Et du coup, depuis le live d'ailleurs, j'ai amélioré un petit peu le cable management. J'ai caché un peu plus de câbles. J'ai mis aussi 2 bandes LED. Vu que j'ai mis un Commander Pro pour contrôler les ventilateurs, il y a des ports de LED. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'avais des LED qui traînaient là d'un ancien PC. Je les ai branchés et je les ai mis en blanc pour information pour soutenir le look un petit peu blanc du boîtier. Et ça rend hyper bien. Je vous mets une image à l'écran que j'ai postée aussi sur Twitter, Instagram et tout ça. Et comme ça vous permet de voir un petit peu. Et avec aussi les câbles nettoyés, ça rend beaucoup mieux. J'ai fait aussi des tests de température pour ceux qui se demandaient justement ce que ça donne. Donc la carte graphique est genre hyper fraîche. Le plus haut que j'ai été, c'était pendant des sessions 3D Mark et aussi pendant plus d'une demi-heure de Unengine Benchmark, oui. C'était lequel? Non, c'était le Heaven. Unengine Heaven Benchmark. J'ai fait plus d'une demi-heure et la carte montait à 66 degrés. Donc c'est très très bon. J'ai pas encore undervolté la carte. C'est quelque chose aussi que je vais faire en vidéo prochainement. Mais donc je pourrais encore plus gagner en termes de chaleur et même un petit peu overclocker derrière. Donc ça pourrait être très intéressant. Pour le processeur, c'est un 3900 XT. Lui, il monte quand même le plus haut que j'ai vu après vraiment un stress test de plus d'une demi-heure. Donc la température était équilibrée, surtout que c'est un refroidissement à air. Donc, au bout de 5 minutes, vous avez à peu près une idée de la température maximum, parce que le métal est déjà chaud et tout. Le water cooling, ça prend beaucoup plus de temps pour voir la vraie température. Et il est monté au maximum à 79-80 degrés. Il ne pouvait pas monter plus haut. Et même quand la carte graphique était stress testée, c'était le plus intéressant. Comme il prend l'air depuis l'arrière, j'en ai beaucoup parlé pendant le live, il n'augmente pas vraiment au niveau température. Il augmente de, je crois, un demi-degré à tout casser. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'il reste plutôt frais même quand la carte graphique travaille beaucoup. Et globalement, alors, je m'attendais un petit peu mieux comme température, mais après, je me souvenais plus que les Ryzen 3000 chauffaient plus que ce que je me souvenais. Parce que les Ryzen 5000, une grosse différence que vous avez, c'est qu'ils chauffent moins. Ils ont aussi une limite de température plus basse, donc il faut quand même le préciser. Les Ryzen 3000, ça pouvait monter jusqu'à 95 degrés de limite de température. Les Ryzen 3000, techniquement, la limite de température, c'est plus 85 degrés. Les Ryzen 5000, je veux dire, oui. Il me semble que j'ai dit ça. Donc, j'avais oublié qu'ils chauffaient plus. Donc, en réalité, j'ai été voir sur le web et c'est des températures normales, en fait. Surtout qu'on est dans un petit boîtier. Et c'est pas non plus le plus gros refroidissement qui existe. C'est le site Fuma 2. C'est un petit truc dual tower qui est franchement pas mal et qui est le plus gros que vous pouvez mettre dans le Cooler Master sans faire des modifications avancées. Parce que vous pourriez mettre un... J'ai regardé, il y a des gens qui ont mis un NHD 15. C'est le gros refroidissement de Noctua.
Mais le problème, c'est que si vous le mettez, vous devez utiliser un ventilateur slim au-dessus, sur un des côtés. Vous devez enlever tout ce qui protège la carte mère pour que le ventilateur à l'arrière passe en 120 mm, ou sinon ça ne passe pas. Donc, il y a beaucoup de sacrifices à faire pour que ça passe. Donc, personnellement, oui, le Seeed Fuma 2, c'est ce qui passe le mieux, qui reste très esthétique. Et ça donne honnêtement des bonnes températures. Je suis sûr que si je mettais un Ryzen 5900X, j'aurais encore de meilleures températures parce que lui, il chauffe techniquement moins, même s'il a une limite de température plus basse. Donc, ouais, ce serait plutôt intéressant. Mais bref, c'était très intéressant. J'espère que vous avez bien apprécié. Si vous n'avez pas vu le live, je vous invite à regarder à nouveau. Il y a la rediffusion qui est sortie sur la chaîne. Comme ça, vous pouvez aller voir. Il y a toujours aussi la blague de « Oh, Aurélien, tu prends trop de temps à monter un PC. » Le truc, c'est que les gens l'oublient. Je ne fais pas que monter un PC. Je suis en live. J'essaie de montrer ce que je fais déjà. J'ai différentes caméras. J'essaie de montrer au plus ce que je fais pour que les gens voient et que ce soit intéressant pour eux, que ce soit pas juste moi qui suis en train de monter, ils voient rien de loin, quoi, comme s'ils étaient un observateur dans la pièce. Non, je veux qu'ils soient avec moi. Et ça prend pas mal de temps, des fois, juste, oh, attendez, je repositionne la caméra, oh, attendez, je remonte ça. Oui, ça prend du temps. Et je réponds aussi aux questions dans le chat, donc ça aussi, ça prend du temps. Après, j'ai toujours été quelqu'un d'un petit peu plus long pour monter les PC, parce que honnêtement, j'aime bien prendre mon temps. Pourquoi je prends du plaisir à monter un PC, donc pourquoi je speedrunnerais? C'est genre, oh, j'adore ce film, laisse-moi le regarder en x2. C'est stupide, c'est stupide. Donc moi, je prends mon temps, je mets bien les câbles comme il faut, j'essaie de nettoyer au maximum. Et là, je suis très content du résultat. J'ai mis la vitre latérale sur le boîtier et il y a très peu de câbles qui sont visibles. Il y en a encore un petit peu que j'aimerais nettoyer un peu plus, mais il y a très peu de câbles qui sont visibles et le résultat est franchement très sympathique. Donc ça me fera un bon PC de secours ou un PC que je peux facilement emporter quelque part, mettre à côté de la TV pour jouer à des jeux sur la TV. Ça peut être très pratique et très plaisant aussi. Surtout que, comme vous avez pu le voir avec le boîtier, il est très petit. Il est tellement petit que je pourrais même limite le mettre à côté de moi ici sur le bureau. C'est pour dire, tellement il est petit. Donc il passe partout et ça c'est génial. Je pourrais même le mettre au-dessus de ce PC là si je voulais. Genre si ce PC là tombe en panne, je peux le mettre le petit par-dessus et juste brancher les câbles et puis c'est parti. Même si ce serait pas très pratique parce que les câbles je devrais tirer pas mal sur les câbles parce que j'ai pas assez de mots quand même. Bref, dans tous les cas, c'était intéressant ces deux-là à monter, que ce soit lui ou le PC Mini TX. Évidemment, lui, il aura sa full vidéo où je vais parler de toutes mes aventures et aventures sur justement le montage. C'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, ça sortira cette semaine-ci. En attendant, passons à l'actualité réelle de la semaine. Ah, aussi d'ailleurs, j'ai manqué, mais la semaine dernière, on a atteint le Texama Show 200. Donc ici, c'est le 201. Donc ma foi, bon anniversaire, le Texama Show, je suppose. Bon, le numéro, ça veut rien dire. C'est juste pour que les gens s'y retrouvent avec le numéro. C'est juste l'actualité de la semaine, donc justement, passons-y. La première news de la semaine, et c'est quelque chose que j'avais parlé dans l'intro, c'est le fait que SpaceX a fini d'assembler temporairement, il faut le savoir, leur full Starship, leur nouvelle fusée. Starship, c'est l'entièreté de la fusée d'ailleurs, apparemment maintenant le nom. Je suis un peu confus des fois parce qu'au début, c'était juste l'étage supérieur. Mais bref, c'est quelque chose que je vous avais dit que la semaine dernière, j'attendais de voir absolument, que j'espérais vraiment voir. Et nous avons l'image, elle est juste ici, comme vous pouvez voir. Et c'est magnifique. Il y a même une image plus clean en réalité qui existe parce que là, vous voyez, ces grands trucs blancs, c'est un petit peu comme ils appellent ça en anglais des cherry pickers. Donc, vous mettez dedans, c'est une petite nacelle que vous pouvez monter. Ils sont énormes, hein, ces trucs-là. Ils montent pratiquement à plus de 70 mètres d'eau. C'est pour dire, oui, c'est à 70 mètres là. Ils sont vraiment... c'est assez abusé à la hauteur qu'ils peuvent monter. Donc, ils ont une image où ils les ont fait descendre et on voyait juste Starship tout seul, comme avec la grue qui le soutient au-dessus. Parce que, comme je dis, c'est un stack qui est temporaire. Ils ont déjà... Au final, ils ont retiré la partie supérieure de Starship et ils l'ont reposé sur un truc de transport. Ils l'ont ramené jusqu'au site de production parce qu'ils doivent encore faire des choses. Mais voilà, c'était juste pour voir si tout allait bien et puis certainement aussi, honnêtement, pour faire parler d'eux et aussi prendre des jolies photos. Et je n'ai rien contre ça parce que c'était magnifique, franchement. Et du coup, ce que vous regardez ici, c'est littéralement la fusée qui n'a, dans toute l'histoire de l'humanité, qui est la plus puissante, qui n'a jamais été assemblée, qui est la plus haute, qui n'a jamais été assemblée, et qui est la première fusée 100% réutilisable. Et ça, c'est trois choses assez exceptionnelles, parce que ça change beaucoup de choses. Déjà, la quantité de
de matériaux ou les énormes satellites que vous pouvez amener en orbite avec ça, c'est incroyable. Vous pouvez amener jusqu'à 100 tonnes avec cette fusée, en tenant compte qu'elle est 100% réutilisable. Parce que si vous dites « Ah non, je veux pas une version réutilisable », vous pourriez même amener apparemment plus de 200 tonnes en basse orbite. C'est vraiment abusé, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est énorme. La Falcon 9, à l'heure actuelle, c'est une dizaine de tonnes en mode réutilisable. Même, c'est plus 9, 8 tonnes, il me semble, en full réutilisable, la Falcon 9. Full réutilisable, juste l'étage du bas en réalité, parce que l'étage du haut n'est pas réutilisable, mais juste pour vous donner une idée. Et la Falcon 9 est une très bonne fusée, genre qui permet d'amener en orbite la plupart des satellites qui existent à l'heure actuelle. Elle permet même d'amener 60 satellites Starlink de SpaceX qui permet d'avoir leur constellation Internet. Donc c'est juste pour dire. Donc avec une fusée qui amène 100 tonnes, vous pouvez faire des choses incroyables. Et le but de cette fusée, pour ceux qui se demandent, c'est justement d'aller sur Mars. Ça a toujours été le but de SpaceX. Et certainement aussi un but secondaire, ce serait de encore plus aller plus vite pour mettre en place leur constellation justement de satellites Starlink. Parce qu'avec 100 tonnes à l'intérieur, vous pouvez mettre, je sais plus comment, il y a quelqu'un qui avait calculé, il me semble que c'était plus de 200 satellites de Starlink dans justement Starship. C'est juste pour vous donner une idée. Et comme c'est 100% réutilisable aussi, le but c'est de diminuer les coûts. Parce que le problème des fusées à l'heure actuelle, imaginez, vous prenez l'avion depuis Paris, vous allez à Londres, et puis on jette l'avion. Genre littéralement on le jette, il ne sert plus à rien. Et vous devez repartir à Paris, vous reprenez un autre avion, et puis on le jette quand vous arrivez à Paris. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle avec les fusées. C'est pas une très bonne stratégie, et aussi c'est pas très respectueux de l'environnement, on peut le dire, hein, parce que ça demande pas mal de matériaux à construire ces fusées. Après on fait très peu de fusées à l'échelle de la Terre, hein, il faut quand même le préciser, mais quand même, c'est bien d'avoir quelque chose de 100% réutilisable. Et du coup, c'est le but de justement Starship. Et franchement, cette photo, selon moi, est magnifique. La fusée fait 120 mètres de haut, pour ceux qui se demandent. Elle part d'ici, c'est le pad de lancement ici, jusqu'à sa pointe, 120 mètres de haut. Ça, c'est la partie supérieure avec elle est noire, comme vous pouvez voir. C'est parce qu'il y a des tuiles en céramique qui permettra d'absorber la chaleur à la réentrée. Un petit peu comme justement la navette spatiale qui avait la même chose. Évidemment, ici, on peut l'appeler franchement Starship ici. Et surtout la partie supérieure, c'est vraiment une version 2 de la navette spatiale. 100% vraiment réutilisable et réutilisable très rapidement, contrairement à la navette spatiale où il fallait des mois, des fois, pour la remettre en état, pour la réutiliser. Donc, c'est pour dire. Donc, vraiment une version 2 largement améliorée, évidemment. C'est SpaceX et c'est pas la NASA ici, donc c'est pas une vraie version 2, hein. C'est pas la navette spatiale 2.0, mais dans le principe, c'est un petit peu le cas en quelque sorte. Donc franchement, très impressionnant à voir. Comme j'ai dit, ils l'ont déstacké du coup maintenant ils vont faire plus de tests. Ils vont certainement... Alors, en premier, ils vont s'assurer que Starship, donc la partie supérieure de Starship soit correctement assemblé et que tout va bien avec. Ils vont certainement faire un test d'allumage des moteurs de justement l'étage supérieur, parce que ça, ils peuvent le faire sur un des pads qui existe déjà à côté à droite. On voit d'ailleurs le booster numéro 3 ici. Donc, ils peuvent le faire là. Mais par contre, le booster, lui, ils ont monté les 20 c'était 28, oui? Ou c'était 29, je ne sais même plus. Non, c'était 29. Ils ont monté les 29 moteurs sur le booster. Donc, on ne le voit pas ici, mais il y a 29 moteurs accrochés. Il me semble qu'il y a une autre image de ça. Non, ils l'ont pas mis sur cet article, mais n'hésitez pas à aller voir NASA Spaceflight. Ils ont pas mal d'images de ça. Donc, ils ont mis les 29 moteurs. Et du coup, le plus important pour le booster, ce serait de tester, d'allumer tous ces moteurs pendant quelques secondes, voir si tout va bien. Mais le problème, c'est qu'ils ont besoin de tous les équipements connectés à la table de lancement ici. Donc, ils ont besoin d'un endroit où ils stockent le carburant. Ils ont besoin de toutes les lignes de carburant, le système qui transfère le carburant à la fusée. Tout ça n'est pas encore fini. Donc ça, le booster, il n'y aura pas de tests tout de suite. Vraiment, ce qu'on va certainement voir en premier, c'est les tests de la partie supérieure et puis des tests du booster. Et quand tout est testé et que c'est prêt, décollage. Bon, en réalité, il reste encore une dernière étape, c'est que le FAA, donc c'est l'organisme qui contrôle tout ce qui est aérien aux États-Unis, ceux qui certifient les avions par exemple, eh bien ils sont encore en train de faire une évaluation environnementale justement de ce site de lancement. Donc tant que c'est pas fini, ils ne peuvent pas lancer. Donc ça peut prendre encore 2 mois en réalité.
même peut-être 3 mois, on n'en sait rien. Donc c'est certainement ce qui va les limiter, parce qu'à l'heure actuelle, vu tout ce qu'ils ont accompli, d'ici franchement un mois, d'ici septembre, et je vous avais dit d'ici septembre, c'est à peu près la date, ils pourraient faire un lancement selon moi, ils pourraient être capables de faire un lancement, franchement. D'ici un mois, ils auront fini tout ce qui est stockage de carburant. Ils auront fini certainement aussi le bras qui permet de mettre du carburant dans la partie supérieure de la fusée. Parce que normalement, ils le font depuis le booster et puis ils transfèrent le carburant dans la partie supérieure, mais ça, c'est pas encore en place. Et ça change par rapport aux fusées actuelles d'ailleurs, ça. Donc ça, ce sera certainement fini. Ils auront testé la partie supérieure, certainement peut-être le booster aussi d'ici là. Donc ouais, septembre, ils pourraient le faire. Maintenant, est-ce que le côté légal, le côté législation va suivre? Pas sûr, donc on verra bien. Mais bon, bref, moi je suis ça avec grand intérêt, franchement, et j'ai hâte d'en voir plus. On a aussi d'ailleurs une autre petite news en rapport avec ça. Vous avez Everyday Astronaut, c'est une chaîne YouTube qui traite beaucoup de tout ce qui est justement espace, spatial. Très intéressante. Le début vraiment de sa chaîne, c'était plus un mec qui s'intéresse à l'espace, vite fait comme ça, et puis il s'est beaucoup renseigné sur tout, et maintenant il fait des vidéos explicatives sur justement les fusées, les moteurs de fusées et tout. C'est très intéressant, franchement. C'est en anglais toutefois, je tiens à le préciser. Et du coup, il a fait un tour complet de tout le site de production et aussi le site de lancement qu'est en train de faire SpaceX justement pour leur nouveau Starship. Donc on a pu voir littéralement comment c'est un peu fabriqué, vite fait évidemment, mais et vous avez Elon Musk qui a servi de guide, qui a décrit tout ce qui se passe et tout ça. Alors Elon Musk est des fois un peu particulier quand il parle. Ça se voit qu'il est toujours en train de réfléchir, donc des fois il part dans quelque chose et il explique pendant 10 minutes aussi bien, donc c'est des fois un peu compliqué, il donne tellement d'informations, il faut regarder limite 2 fois, et c'est en anglais évidemment, mais c'est hyper intéressant. Franchement, si vous êtes intéressé par ça, regardez, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans, et selon moi, vous en prendrez pas mal. Et du coup, il y a 3 vidéos, enfin 3 parties, qui font 1 heure pratiquement chacune, c'est pour dire. Donc là, c'est la partie 1, la partie 2 est sortie aussi, et la partie 3 devrait sortir dans les jours à venir. Donc ça, j'ai hâte de la voir, parce que la partie 3, elle est sur le pad de lancement. Donc ça, c'est le plus intéressant encore. Enfin, c'est en réalité tout est très intéressant, mais c'est quelque chose que j'attends, quoi qu'il arrive. Ensuite, nous avons une news au niveau de Xiaomi. Oui, d'ailleurs, j'ai été voir une vidéo sur comment prononcer Xiaomi, et ça se prononce Xiaomi. Les gens me disaient dans les commentaires, mais j'étais en mode, est-ce vraiment le cas? Parce qu'il y a des trucs que tout le monde est d'accord pour dire ça se prononce comme ça, mais en réalité, c'est pas du tout le cas quand vous consultez dans la langue originale. Mais apparemment, ça se prononce Xiaomi. Peut-être que je le prononce pas exactement, il faut peut-être faire une très précise prononciation, mais à partir de maintenant, je dirais Xiaomi. Pour ceux qui se demandent, ça veut dire ce que je disais avant, donc Xiaomi. Bref, dans tous les cas, ils sont passés vendeurs de smartphones numéro 1. Ils ont pris la couronne à Samsung, qui était numéro 1 depuis extrêmement longtemps. Et pour information, on en avait déjà parlé parce qu'ils étaient passés de la place 3 à la place 2. Et puis là, ils passent de la place 2 à la place 1. Et oui, ils sont les plus grands vendeurs de smartphones au monde à l'heure actuelle. Cette hausse de vente est certainement due au fait, et c'est sûr et certain, que Huawei a eu pas mal de bateaux dans les roues, on peut le dire. Donc ça a permis à Xiaomi de récupérer énormément de parts de marché dans tous les marchés émergents, mais aussi en Europe, tous les gens qui veulent des smartphones qui sont bons mais pas trop chers. Bien souvent, c'était Huawei qui dominait. En France, il y avait beaucoup de smartphones Huawei vendus, mais maintenant, c'est Xiaomi en fait. Donc ça ne m'étonne pas vraiment. Je dirais même c'est tout à fait normal en fait. Donc ma foi, GG à eux d'avoir réussi à capturer les parts de marché de Huawei. Maintenant, il faudra voir s'ils peuvent le maintenir, et aussi il faudra voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font toujours des smartphones intéressants? Je trouve que ces derniers temps, et c'est quelque chose que j'ai remarqué un petit peu avec les smartphones milieu de gamme que j'ai testé ces derniers temps, avec que ce soit le OnePlus Nord CE, que ce soit aussi le Xiaomi justement Mi... C'est le combien déjà? L'espèce de phablette là. Je ne sais plus. Les noms sont toujours... Voilà, je confonds tous les noms parce qu'ils se ressemblent beaucoup trop l'un par rapport à l'autre. Dans tous les cas, un problème que j'avais, c'est que je trouve qu'on a une stagnation au niveau performance et un peu fonctionnalité aussi avec les smartphones milieu de gamme ces derniers temps, depuis 1 an je dirais, parce que vous avez Qualcomm qui fait très peu d'efforts. Ils ont fait un Snapdragon 730G puis ils ont sorti un 732G.
il y a presque rien qui change. Il y a le 750G, c'est pas très loin du 765G. Normalement, il devrait avoir un 780G. Il existe dans presque aucun smartphone et il coûte apparemment trop cher. Donc, on a une stagnation à l'heure actuelle que je trouve très embêtante et j'espère que Xiaomi va essayer de faire quelque chose pour régler ça parce que je trouve honnêtement, oui, que si vous avez acheté un smartphone milieu de gamme voilà un an et vous en achetez un maintenant, ils sont franchement très similaires. Il n'y a pas beaucoup de différence, surtout au niveau performance. Et bien souvent, les performances du smartphone, les gens sont en mode « Oh, j'ai assez de performance ». Mais le truc, c'est que quand vous avez plus de performance, c'est pas juste pour jouer à des jeux. Le gain de performance en plus permet de mieux traiter les images, de mieux traiter les photos, de peut-être avoir une connexion plus stable parce que vous traitez mieux justement tout ce qui est au niveau connexion. Et ça, c'est important à l'utilisation, franchement. Donc, yep, on verra bien. C'est un problème que j'ai. Un autre problème aussi, c'est au niveau des capteurs photo. J'en ai marre que les marques mettent un bon capteur photo principal, la plupart du temps, et puis le capteur grand angle, ou plutôt ultra grand angle, il est genre mauvais. Il est flou, il est pas utilisable et il ne vaut pas la peine. Ça, c'est très embêtant aussi. Est-ce qu'on peut arrêter de faire ça et mettre un bon capteur secondaire? Et ce serait bien aussi d'arrêter de mettre des capteurs de monochrome, genre macro ou je ne sais quoi. Ça ne sert à rien. Ça complexifie le téléphone pour rien. C'est juste pour faire joli au final, franchement, sur la liste de specs. Et yep, ça sert vraiment à rien. Donc j'espère aussi que ça en arrêtera. Mais bon, bref. Dans tous les cas, ils sont passés premiers. Et on verra bien ce qu'ils sortiront d'ici un an. Peut-être pour voir s'ils maintiennent leur couronne. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas parce que Samsung profite énormément de leur réputation. Hein, ça, c'est clair. Les téléphones Samsung, prix pour prix, par rapport à un Xiaomi, ils ne sont pas aussi bons. Samsung profite vraiment de là, ils ont une énorme réputation, les gens connaissent Samsung, donc ils se disent « Oh, je prends un Samsung parce que j'en ai toujours eu ». Mais à force, les gens vont switcher et ils devraient peut-être se bouger un petit peu les fesses, selon moi. Ensuite, une entreprise qui se bouge justement un petit peu les fesses en ce moment, c'est Google qui a montré, du coup, enfin, ils ont annoncé en quelque sorte le Pixel 6. Bon, c'est pas une vraie annonce officielle, ils ont plutôt montré des photos et parlé de certaines specs, parce qu'il y avait beaucoup de leaks, hein, je vous rappelle, et du coup, les leaks étaient corrects. Genre, tous les leaks étaient corrects là-dessus. Donc, le design est confirmé. Donc, ce design un petit peu particulier, à 2 couleurs, avec un énorme module caméra qui traverse tout le téléphone, que personnellement, je préfère et je trouve assez intéressant. L'avantage aussi, c'est si vous le mettez à plat sur une surface, vous n'avez pas le téléphone qui est en mode à cause du module caméra. Ça, c'est un problème de tous les téléphones ces derniers temps. Aussi, de toute façon, quand vous mettez une protection pour votre smartphone, tout le monde, genre la majorité des gens achètent une protection pour le smartphone ou en mettent une. Quand vous avez un morceau de silicone qui protège votre téléphone, le module caméra ne dépasse plus et du coup ça revient au même. Donc personnellement, moi ça me dérange pas. Et je trouve le design plutôt sympa, franchement, ça change. Ça reste un smartphone, mais ça change. Et du coup aussi, il est beaucoup plus moderne à l'avant, parce que les autres Pixels, c'était... Ouais, ça a toujours été... genre... Oh, c'est un beau smartphone, mais on dirait un design de v'là 2 ans. Maintenant, on dirait vraiment un design moderne. Genre, ça ressemble à un smartphone moderne. Est-ce que ça ressemble au smartphone le plus moderne? Pas forcément, mais ça fait assez moderne pour que, selon moi, ce soit considéré comme un téléphone haut de gamme. Et la dernière partie qui était très intéressante, c'est le fait que leur processeur custom a été confirmé. Donc, c'est Whitechapel que ça s'appelle, le nom de code en tout cas. Et le vrai nom de ce processeur mobile, ça va être Google Tensor. Donc, ça ressemble un peu au Tensor Core de Nvidia, mais c'est pas la même chose, tenez-en compte. Donc, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Hein. C'est un processeur qui est fait par Google, qui est un processeur normalement haut de gamme, pour un téléphone haut de gamme. On sait qu'il y a des parties custom dessus aussi pour améliorer certaines parties de Android. Donc, c'est pas juste un processeur, il y a des choses derrière, un petit peu comme à une époque, ils avaient fait pas un processeur, mais un module spécial qu'ils mettaient sur leur téléphone qui améliorait la photo. Mais là, il y a des optimisations à ce niveau-là avec le Tensor. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Personnellement, je suis impatient de voir vraiment ce smartphone. C'est la première fois que Google prend vraiment des risques. C'est la première fois qu'on a du nouveau aussi. C'est pas juste un nouveau smartphone avec un processeur Qualcomm. Waouh! Et genre, les performances sont exactement les mêmes que les autres.
Donc, yep, enfin de la nouveauté au niveau smartphone. Ça devrait être aussi intéressant de voir ce que ça donne par rapport à Apple, parce que ben là, ici, l'avantage, c'est que comme c'est leur processeur, ils peuvent l'optimiser comme ils veulent pour fonctionner parfaitement avec Android. Oui, ils ont certainement des très bons contacts avec Qualcomm, ce qui veut dire qu'ils peuvent optimiser les choses avec Qualcomm, mais ça ne vaut pas le fait de littéralement, oui, pouvoir optimiser de le niveau le plus bas possible jusqu'au niveau le plus haut possible. Et ça, c'est justement l'une des forces de Apple avec l'iPhone. Donc je suis très impatient de voir aussi si ils tirent leur épingle du jeu avec ça. Genre, est-ce qu'on a une meilleure batterie? Est-ce qu'on a toujours des aussi bonnes performances derrière? Est-ce que la photo est bien meilleure? D'ailleurs, c'est assez intéressant niveau photo parce qu'ils auront 3 capteurs sur le plus gros modèle. Ils auront un grand angle normal, un classique, primaire. Ils auront un ultra grand angle et ils auront aussi un téléphoto. Donc avec un zoom de, je crois, c'était x3, un truc dans le genre. Donc ça aussi, ça devrait être très intéressant parce que c'est la première fois, il me semble, qu'ils font un téléphoto. Et genre, ça c'est le gros avantage des Pixels, c'est qu'ils ont toujours eu une partie photo qui est excellente, au point même qu'ils donnaient des meilleures photos que des smartphones qui avaient 4 caméras, alors qu'eux, ils en avaient qu'une. Et aussi, ils utilisent des nouveaux capteurs. D'ailleurs, ça, c'est aussi très intéressant. C'est que les Pixels, jusqu'à maintenant, pour ceux qui le savent, utilisaient toujours le même capteur. Genre, le Pixel 4, le Pixel 3 et le Pixel 5 utilisaient exactement le même capteur, qui était parfaitement optimisé par Google. Hein. Ils en tiraient des très bonnes photos, même meilleures que la plupart des autres constructeurs. Mais il datait. Maintenant, c'est apparemment le nouveau capteur Sony, certainement, de 50 mégapixels qu'on a déjà vu dans plusieurs smartphones, notamment dans justement le OnePlus 9 Pro. Il y en a un autre en réalité de 50 mégapixels, mais celui que je parle vraiment, c'est celui qui a dans le OnePlus 9 Pro, qui du coup est beaucoup plus grand aussi, donc meilleur, plus de lumière, et qui devrait aussi donner une bien meilleure image. Et avec le traitement Google, à mon avis, ça va être une tuerie. Mais après, on verra bien. Le truc, c'est que c'est juste une petite annonce ici. Donc, on verra bien quand il sera annoncé. Il devrait être annoncé, je ne sais plus quand il disait, mais ça devrait être annoncé fin d'année, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et peut-être que, personnellement, s'il y a suffisamment de fonctionnalités intéressantes, je vais peut-être switcher dessus. Et ça m'intéresserait beaucoup. Ensuite, on a une autre news qui concerne Xiaomi, qui est en train de travailler sur une TV OLED avec apparemment un module G-Sync qu'ils disent, mais ce serait plus un support G-Sync en réalité. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que les TV... Alors, ils avaient annoncé une TV très intéressante, voilà, quelques temps. Je vous rappelle, dans un texte à ma show, j'en avais parlé. C'était une TV 75 pouces, bon, un peu grande pour la plupart des gens, mais qui était vendue genre moins de 1000 euros et qui était basiquement aussi bonne que les meilleures TV de chez LG. Donc ça, c'était très impressionnant. Puis finalement, ça avait été très décevant, pour moi en tout cas, parce que la réalité des choses, c'est qu'ils n'avaient pas mis une vraie dalle. Enfin, la dalle de la TV était 120 Hz, mais en fait, la TV n'acceptait que du 60 Hz et puis faisait le 120 Hz lui-même. Et ça, c'est dégueulasse. Donc, ça, j'étais extrêmement déçu. Mais du coup, ici, apparemment, ils sont en train de travailler sur une TV OLED pour le gaming avec le support G-Sync. Et apparemment, elle devrait être annoncée le 10 août, donc ce serait dans 2 jours par rapport à la sortie de cette vidéo. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Comme on l'a vu, Xiaomi domine maintenant le marché du smartphone. Ils ont tout, franchement, pour dominer aussi le marché des TV. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et s'ils arrivent en force et qu'ils cassent les prix, ça pourrait un petit peu bouger les choses. Parce que les TV, honnêtement, je trouve que c'est stagnant ces derniers temps. Genre, elles s'améliorent, mais vous avez LG qui a des très bons modèles OLED, à des fois même un prix plus intéressant que des écrans gaming, mais ça reste 1500 euros la TV, donc ça fait beaucoup d'argent. Et puis vous avez Samsung qui essaie de suivre derrière parce qu'ils ont du mal avec l'OLED, ou plutôt l'AMOLED ici chez eux. Et puis vous avez Sony qui existe quelque part derrière. Et voilà, c'est honnêtement, principalement, moi les TV, ce que je vois, c'est LG qui domine beaucoup. Donc c'est un petit peu stagnant, Samsung a un petit peu du mal. Donc là, je pense que ça mettrait un petit peu d'action dans le milieu de la TV et du coup, ça devrait aussi donner plus d'options pour nous, pour acheter des bonnes TV. Après, il faut savoir aussi quand même que le prix des TV a largement diminué ces derniers temps, ces dernières années. Vous pouvez avoir des TV maintenant 65 pouces avec des très bonnes specs, franchement, pour 600 euros. Et ouais, une bonne TV pour 600 euros qui vous dure 5 ans, c'est plutôt un bon prix, franchement. Et avec des très bonnes specs, surtout. Donc, yep, j'ai hâte de voir ce que ça donne.
J'espère qu'elle sera abordable, j'espère qu'elle aura des bonnes specs, j'espère qu'elle acceptera le 120 Hz de manière native et qu'elle s'amusera pas à faire un truc où elle prend du 60 Hz puis le retransforme en 120 Hz parce que ça c'est dégueulasse et il devra avoir honte de faire ça. Franchement, c'est. Oui, je vais pas repartir là-dessus parce que oui, je suis parti pendant 3 heures. Ensuite, on a une news concernant le Steam Deck qui a eu plus d'informations dessus. Déjà, première chose sur le Steam Deck, c'est qu'il est apparemment, alors c'est retardé ou en tout cas, il y a tellement de gens qui l'ont commandé qu'il arrivera plus tard, donc il arrivera en 2022, donc ça c'est plutôt dommage. Le Steam Deck, pour ceux qui ne savent pas, c'est une console portable qui a été annoncée par Valve. Valve, ce sont évidemment les développeurs et aussi ceux qui maintiennent Steam, pour ceux qui ne savent pas. Ils ont aussi évidemment un studio de jeux où ils ont développé par exemple Left 4 Dead, Counter-Strike et d'autres jeux en tout genre. Dota aussi. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce justement Steam Deck, c'est que c'est basiquement un PC Linux, mais qui peut vous faire permettre de tourner à peu près tous les jeux que vous avez sur votre librairie Steam. Donc c'est très intéressant pour beaucoup de gens. Et c'est aussi très intéressant parce que le format est plutôt bien foutu. C'est plus grand qu'une Switch, comme vous pouvez voir, mais pour quelqu'un avec des mains adultes, ça devrait plutôt bien passer. Et du coup, récemment, il y a eu justement un événement presse où ils ont autorisé différents youtubeurs, notamment Linus Tech Tips, qui a fait pas mal de tests. Franchement, sa vidéo était très intéressante là-dessus. Il s'est amusé à tester plein de trucs, le plus possible en fait, tant que les employés de Valve l'autorisaient, parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas, par exemple, démonter la console ou ce genre de choses, mais il a amené une caméra thermique, il a branché des trucs dedans pour voir ce que ça acceptait. C'était très intéressant. Et du coup, ben, on a eu plus de détails sur ce Steam Deck, et notamment le plus intéressant, franchement, c'est la puce qu'il y a dedans. Donc je vous rappelle, ici, ce qui était assez intéressant avec le Steam Deck, c'est qu'ils utilisent une puce basiquement au niveau processeur très similaire à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est du Zen 3, oui, il me semble. 4 cœurs, 8 threads, 3,5 GHz, donc ça va. Mais surtout, nous avons un nouveau GPU qui est basé sur l'architecture RDNA 2. Et c'est ça, c'est les cartes graphiques RX 6000, c'est les PS5 et les Xbox Series X. Donc c'est des GPU qui sont beaucoup plus puissants et très efficaces au niveau énergétique. Et du coup, là, apparemment, avec ce nouveau GPU et aussi le fait qu'ils utilisent la LPDDR5 à 5500 MHz, ou c'était 5500 mégas transfert, je ne sais plus. Il ne faut pas confondre les deux d'ailleurs. Bref, dans tous les cas, les performances sont très bonnes. Donc là, il a comparé avec une console qui est similaire, c'est l'Aya Neo, qui a un APU AMD avec un 4500U d'ailleurs, qui utilise les anciens GPU Vega, qui étaient quand même très bons sur mobile, hein, il faut le préciser. Et il atteint, donc avec le Neo, il atteignait 37 FPS, et avec le Steam Deck, il avait 59 FPS. Et il faut le préciser aussi, c'est sur SteamOS, qui est basé sur Linux, Arch Linux même. Et du coup, techniquement, il doit avoir une mini perte de performance qui est due au fait que ça tourne basiquement sur... Ici, ça tourne pas nativement en fait. Ils émulent une partie de l'environnement Windows pour faire tourner le jeu. Donc il y a certainement une petite perte de performance. Après, il y a des gains de performance dus au fait que Linux est beaucoup plus léger. Donc vous pouvez le voir aussi dans ce sens-là. Mais bref, dans tous les cas, les performances, comme vous pouvez voir, sont beaucoup plus hautes, de environ 50-60%. Donc ça, c'est une sacrée upgrade. Hein, parce que, comme j'ai dit, ces APU Zen 2 sont déjà très bons, hein, franchement. Bon, ça vaut pas une vraie grosse carte graphique, mais pour jouer à des petits jeux en mobile et tout ça, et surtout ils consomment pas grand-chose, ils sont vraiment géniaux. Et là, on a un gain de 60%. Là, ça permettra de faire tourner quand même pas mal de jeux, en limitant les paramètres graphiques, encore une fois, mais ouais, ça va être très intéressant. Il y avait aussi un autre qui était assez intéressant, qui est sorti maintenant, c'est le One X Player, et je l'ai enfin reçu d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, il est juste là. Alors c'est une console beaucoup plus grande que le Steam Deck, et plus grande aussi que la Aya Neo, et plus grande que la Switch d'ailleurs, et j'ai refermé le truc, pas grave. Et du coup, là voilà pour ceux qui se demandent, donc comme vous pouvez voir, elle est plutôt grosse, hein. Ça fait 8 pouces l'écran, et la prise en main est plutôt bonne. Je vais faire une vidéo dessus, et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voudriez voir comme vidéo dessus? Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus avec cette console portable, c'est Steam Link, donc jouer à mes jeux Steam en streaming sur mon jeu principal quand je suis dans mon salon tranquille. Comme ça, j'ai pas la chaleur du PC, je suis tranquille, bien installé. Et aussi, le deuxième truc qui m'intéresse, ce serait l'émulation. Donc, émuler à peu près n'importe quelle vieille console et rejouer à des jeux de mon enfance, de mon adolescence. Ça m'intéresserait beaucoup. Donc,
dites-moi, est-ce qu'il y a un autre truc que vous voudriez que je teste, en particulier sur cette console ou ce PC? C'est techniquement un PC. Vous le voyez comme vous voulez, mais c'est techniquement un PC. Mais bref, dites-le moi et je testerai. Après, je ne prévois pas la vidéo tout de suite. Il y a d'autres trucs que je veux terminer d'abord et je tiens à la tester vraiment pleinement. Surtout qu'à l'heure actuelle, de toute façon, là, ce PC-là, il est disponible, mais il n'est pas vraiment sorti à 100%. Donc, basiquement, ça vaut pas la peine de rusher la vidéo, selon moi. Je tiens à vraiment le tester pleinement. Donc, c'est à peu près tout là-dessus. Donc, hâte de voir le Steam Deck, franchement, même s'il est retardé. Ça devrait être une petite console très intéressante. Après, c'est tellement aussi retardé que je me dis que d'ici à ce qu'elle sorte, ou d'ici à ce que sort le Steam Deck, honnêtement, on pourra avoir une Aya Neo 2 avec une puce très similaire, parce qu'AMD va certainement sortir des APU avec RDNA 2.0 d'ici là. Donc, à mon avis, la Steam Deck ou le Steam Deck va perdre beaucoup en exclusivité d'ici 2022, mais ça ne change rien au fait qu'il y a toujours Valve derrière. Elle a l'air d'être très bonne au niveau ergonomie, cette console. Elle sera certainement beaucoup mieux supportée que toutes ces consoles portables ou ces ordi portables en quelque sorte. Bon, ça dépend comme vous le voyez. Bref, j'ai vraiment hâte de voir. Et enfin, une petite dernière news, c'est au niveau hardware. Vous avez AMD qui a sorti justement des APU, on en parlait juste avant, et ce sont les Ryzen 5000G. Alors en réalité, j'étais un peu perturbé parce que j'ai vu des reviews du 5700G là quelques temps, et puis maintenant j'ai revu une vague de contenu qui concernait le 5700G, mais aussi le 5600G. Donc je ne sais pas quand était la date exacte de l'embargo du truc. Bref, dans tous les cas, moi j'en ai pas eu pour tester. Donc j'ai regardé la plupart des tests et ils sont plutôt intéressants. Donc c'est pour information deux nouveaux processeurs dans la gamme d'AMD qui sont basés sur l'architecture Zen 3. Donc ce sont les mêmes processeurs que le 5600X, le 5800X. Toutefois, il y a des différences. En fait, ça semble être plus la version mobile fait pour un PC fixe, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, il faut le préciser, mais la plus grosse différence, c'est au niveau du cache. Donc, les 5600G et 5700G, ils n'ont pas les specs ici, ont moins de cache que les 5600X et 5800X ou 5900X. Et apparemment, de ce que j'ai vu dans les reviews, ça se traduit par un peu moins de performance. Ils sont toujours intéressants, mais ils ne sont pas aussi intéressants qu'un 5600X ou un 5800X. Donc si vous êtes vraiment orienté pure gaming, vous en fichez de la partie graphique intégrée, il vaut mieux prendre un de ces deux-là. Surtout qu'ils sont relativement similaires niveau prix. Le 5600X a pas mal baissé de prix. Il est vendu 280 € maintenant en Allemagne, par exemple. Et c'est un très bon prix pour un très bon processeur. Il faut que je fasse d'ailleurs ce guide d'achat processeur, il faut que je l'update. Mais c'est juste pour vous donner une indication. Il vaut mieux prendre un 5600X pour un PC de jeu. Maintenant, à l'heure actuelle, vous devez le savoir, les cartes graphiques, c'est plutôt compliqué encore. Donc, ça pourrait être une bonne alternative pour quelqu'un de juste prendre ça, jouer sur la partie graphique intégrée en attendant d'avoir une carte graphique. Selon moi, il vaut mieux utiliser son ancienne carte graphique qui vous donnera plus de performance en attendant d'avoir une meilleure carte graphique. Mais ça peut dépanner certaines personnes. Ça peut aussi être des PC très intéressants pour la bureautique. Pour un petit PC de bureautique qui n'a pas besoin de carte graphique, ça pourrait être vraiment un bon choix. Surtout si on a des options encore un petit peu plus raisonnables. Par exemple, un 5500G, ce serait pas mal avec 4 cœurs 8 threads, ce serait déjà très bien. Ou un 6 cœurs 6 threads, ce serait bien aussi pour la bureautique. Je ne sais pas si on en verra un, mais ce serait bien d'en avoir un. Et d'ailleurs aussi, pour ceux qui se demandent, ils n'utilisent pas un GPU RDNA 2.0 pour le moment encore, si je me souviens bien. Donc, c'est pas le même GPU que vous avez dans le processeur du Steam Deck. C'est un petit peu dommage, évidemment. Là, AMD traîne un petit peu les pieds, je trouve. Ils auraient pu clairement déjà en sortir, mais je pense qu'ils ont des problèmes de production sur RDNA 2.0, c'est surtout ça. Vu que la plupart des processeurs, à mon avis, passent, ou plutôt la plupart des GPU passent pour les consoles de nouvelle génération. Du coup, ils ne peuvent pas se permettre de produire des plus petits GPU pour intégrer justement à leur APU comme ça. Donc, c'est certainement pour ça. Mais bon, ça ne change rien au fait que ce sont des très bons processeurs si vous les utilisez comme ça, en attendant, encore une fois, d'avoir peut-être une carte graphique ou si c'est juste pour de la bureautique. Après, personnellement, je m'attendais par exemple à un Ryzen 5600 non X qui était presque aussi puissant et qui était moins cher, mais ça apparemment
AMD semble avoir décidé d'utiliser ces deux processeurs comme remplaçants pour les... En gros, vous avez la gamme G avec une partie graphique, et puis après, vous avez la gamme X avec les meilleures performances. C'est pas si dérangeant que ça, c'est bien d'avoir des options, mais yep, j'aimerais bien avoir aussi un 5600 sans partie graphique et qui est moins cher, peut-être vers 200 euros, ce serait très très bien. Mais bon, à mon avis, on n'en verra pas tout de suite, surtout qu'encore une fois, il y a des problèmes de production. Donc, yep, ma foi, peut-être dans le futur. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire, si vous avez aimé en tout cas. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!